Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Déjà, je pense qu'il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Même la petite voix au fond qui dit « Ah là là, vraiment au fond de moi, je rêverais d'être dans les médias, avoir un podcast. » Mais non, mais c'est pas possible, je vais jamais oser. Il faut toujours l'écouter, cette petite voix, parce que c'est toujours possible. On voyage à l'autre bout du monde pour s'évader. On voyage le temps d'un week-end pour couper d'un quotidien parfois trop linéaire. Hop, un EasyJet à 30 € et on se retrouve 3 jours ailleurs. On voyage pour se changer les idées, pour fuir parfois, pour se libérer, pour oublier, pour découvrir, pour ressentir la vie. Quand on pense au voyage, on pense souvent à l'avion, aux cultures diverses, aux Maldives, à la chaleur, aux cocktails et aux longues distances. Pourtant, le voyage ne se limite pas aux contrées lointaines, il est tellement plus. On peut voyager au bout de la rue autant qu'au bout du monde. On peut voyager dans une rencontre, une méditation, un livre, un regard, une descente en ski ou une dégustation de gâteau basque. Le voyage est partout, même dans la banalité du quotidien. Surtout dans la banalité. La vie est voyage, traversée, avancée et détour. Ce voyage, il s'agit à chacun d'entre nous de l'envisager et de se l'autoriser. Ce matin, se lever et se dire que les prochaines 24 heures seront à elles seules un nouveau voyage de vie. Sophie Jovillard a fait de sa vie une multitude de voyages. Surtout reconnue grâce à l'animation de l'émission Échappée belle, elle explore le monde autant que le bout de la rue. Dans cet épisode avec Sophie, on parle donc de voyage, mais aussi et surtout de rencontres et d'opportunités. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de voyager au bout de la rue. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de prendre ce temps pour répondre à mes questions sur Nouvel Oeil. J'ai vu qu'il n'y avait aucune interview, podcast réalisé sur toi, donc je suis très heureuse que tu prennes ce temps. Tu es très occupée. On a réussi à trouver un petit endroit au soleil dans un square à Paris, donc merci pour ton temps. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Tu es journaliste et animatrice de l'émission Échappée belle, donc on te connaît surtout, on te voit surtout dans cette émission. Et tu as aussi différentes casquettes à la télé en tant que journaliste et présentatrice, toujours autour du voyage. Tu vas nous dire peut-être plus en détail ce que tu fais. Alors oui, en effet, Échappée belle, j'ai le plaisir de présenter cette émission depuis 17 ans, figure-toi. Ouais. Le temps file, je ne le vois pas filer. C'est bien, c'est que tu es passionnée. Ah bah oui, ça c'est sûr, on reviendra peut-être un peu sur l'histoire et la genèse de cette émission peut-être tout à l'heure, mais oui, voilà, donc Échappée belle m'occupe depuis toutes ces années pour mon plus grand plaisir. Comme tu le sais, nous sommes plusieurs maintenant voyageurs à incarner cette émission. On a été 2 au départ, après j'ai été toute seule, après on a été à nouveau 2 avec Jérôme. Et puis après, d'autres amis voyageurs nous ont rejoints. Dont Raphaël de Casabianca. Exactement, Raphaël de Casabianca que tu avais reçu, je crois. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en ce qui me concerne, c'est 17 ans de ma vie professionnelle, Échappée belle. Mais ça me permet, puisque nous sommes plusieurs voyageurs, de faire d'autres choses à côté, de varier les plaisirs. Je travaille sur une collection documentaire depuis quelques années sur France 5 qui s'appelle Les Trésors, qui est sur le patrimoine. Parce que c'est vrai que culture et patrimoine sont aussi des thématiques qui m'ont toujours énormément intéressée, ce qui m'avait donné l'occasion de travailler pour France Télévisions en tant que chroniqueuse sur d'autres émissions, sur la quotidienne sur France 5, avec Stéphane Bern sur des émissions sur le patrimoine, avec Daphné Burki sur France 2 au moment des confinements et un peu avant sur des idées week-end. Voilà, donc j'ai eu des piges comme ça sur plusieurs émissions. Et puis, comme je dois m'ennuyer certainement, j'ai également une autre émission sur France 3 Occitanie, qui s'appelle Oh la belle vie, qui est un magazine de découverte territoriale en Occitanie.
Et tu as très vite commencé ton parcours dans ce milieu-là parce que déjà toute petite, tu t'es intéressée aux médias et à la communication. Alors oui, il se trouve que toute petite, jeune, on va dire, oui, pour te parler un petit peu de mon parcours, moi j'ai eu un bac littéraire, après je suis passée par une fac d'histoire parce que je savais pas trop quoi faire en fait. Je me cherchais un petit peu après le bac et je me suis rendu compte que le fonctionnement de la fac n'était pas fait pour moi. J'ai peut-être besoin de cadre, peut-être. Je suis partie dans une école de communication à l'EFAP, à Lyon, pensant vouloir être attachée de presse. Ma sœur aînée étant attachée de presse, j'allais faire des stages chez elle, j'allais l'aider chez elle quand elle bossait sur des événements. Donc je trouvais ce métier vachement intéressant. Mais je savais qu'en fait, au fond de moi, ce que je souhaitais, c'était d'être journaliste. Peut-être que le manque de confiance en moi me faisait douter sur mes capacités à être journaliste parce que je pensais qu'il fallait absolument passer par des écoles de journalisme et je pensais que ce parcours que j'avais n'était pas tout à fait adapté. Et puis finalement, je me suis trompée parce que en me formant au métier d'attaché de presse, qui j'ai rencontré les journalistes. Et je me suis vite rendu compte que j'avais envie d'être de l'autre côté de la barrière. Et que c'était accessible. À quel moment tu as eu la confiance suffisante pour te dire que c'était aussi pour toi ? Alors, il se trouve que quand donc je faisais mes études, en deuxième année, il y avait des journalistes donc, qui venaient nous faire des cours de journalisme. Il y avait en option des cours du soir avec des journalistes qui venaient nous faire des ateliers de radio. En l'occurrence, c'était le cas. Là, c'était sur un atelier de radio. Et donc, en plus de mes cours, j'allais suivre ces cours du soir avec un journaliste qui s'appelle Serge Collonge, qui était à l'époque le correspondant de RTL à Lyon. Oui. Et puis, on était 4, on était 10 au début, puis après 3, et puis après 4. Et puis au bout d'un moment, Serge, qui bossait beaucoup, me dit, bon, écoute, plutôt que je vienne le soir pour 3-4 personnes, ce qu'on va faire, c'est que quand tu as du temps libre, c'est toi qui vas venir à la radio, et c'est toi parce que j'étais vraiment assidue, j'adorais ses cours. Lui, il était un mec super. Donc à RTL. À RTL. Et il me dit, viens. Et je viens, et ça devait durer 15 jours, et ça a duré 1 an. Je venais, et petit à petit, il me montrait vraiment les ficelles du métier. Et à l'époque, là, je me vieillis, mais ça donne mon âge. Il y avait des nagras. Tu ne sais plus ce que c'est, toi, les nagras. Ah non. J'ai jamais connu, même le nom. Ouais. Puis bon, ce qui était super sympa, pour te la faire courte, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il me disait, écoute, il y avait des manifestations étudiantes à Lyon à l'époque. Il me disait, écoute, va me faire des sons auprès des étudiants, toi qui es étudiante, ils vont t'écouter, toi. Et le soir, je montais ces sujets avec lui. Et là où il était extraordinaire, c'est qu'il me disait, tu vas le faire en parallèle, tu vas faire la même chose, tu vas monter ton sujet. Et donc, je faisais des sujets que pour lui. Il me coachait, Et puis un jour, il m'a fait un cadeau et il me dit, écoute, tu vas faire les inforoutes à l'antenne sur RTL. Et donc voilà, me voilà lancé. Petit à petit, t'as donné. Petit à petit, il m'a donné de plus en plus de responsabilités. Il m'a fait confiance. C'est lui qui m'a, je pense qu'il était tout à fait conscient de sa démarche parce qu'il voyait que j'avais ça en moi, qui m'a dit si tu peux, en fait, essaye, vas-y, essaye. Et cette main bienveillante posée sur mon épaule à l'époque en me disant tu peux y arriver, m'a fait beaucoup de bien. Et après, j'ai été embauchée en télé cette fois à TLM. Télé Lyon Métropole. Dès la fin de tes études. Dès la fin de mes études. Et 2 ans après, tu t'es retrouvée chez France Télévisions. Ouais, exactement. En fait, j'avais pas fini mes études. Je me souviens, j'étais pas encore diplômée. J'étais assistante de prod à TLM, Télé Lyon Métropole. Et puis, quand tu es en télé locale, tu fais tout. Tu apprends tout. Après, j'ai eu l'occasion de piger un peu à Lyon pour de petits remplacements en radio. Et voilà. Et après, en effet, France 3. Ouais. Donc, c'est quand même allé très, très vite. Tout s'est vite enchaîné après tes études. Quel a été le rôle de la chance dans ses débuts ? Le rôle de la chance, c'est de suivre un petit peu son instinct, c'est d'être là au bon moment. Par exemple, la chance, c'est de rencontrer ce journaliste d'RTL qui vient faire des cours et de la provoquer un peu quand il me dit... c'est de la chance de le rencontrer. C'est de la provoquer un tout petit peu quand il me dit, écoute, viens plutôt à la radio, ça sera plus simple, et puis t'y vas. C'est quand je suis en télé locale à Lyon, donc je suis assistante de production au départ, c'est-à-dire que je prépare l'émission quotidienne de la chaîne avec l'animateur qui était en place. Ouais. Un jour, une chroniqueuse est malade. Et là, on se dit, punaise, c'est vendredi. On se dit, punaise, elle est malade, elle sera pas là lundi. Tout le monde te regarde. Et puis te dit, c'est toi qui vas la faire. Toi, tu dis non. Tu dis, non, je suis pas capable, en fait, de le faire.
Eh ben on te dit, si tu vas quand même le faire. Donc tu dors pas du week-end et puis le lundi tu fais une chronique, tu passes à la télé, tu sais pas comment faut te saper, quelle attitude il faut avoir, tu parles un petit peu trop vite, tu t'es pas forcément à l'aise, mais tu sors de là, tu fais quand même ta chronique et puis on te dit, écoute, c'est pas mal, par contre peut-être qu'il te faut une petite semaine de training avant que tu sois un petit peu à l'aise. Donc, tu y retournes, mais tu as l'impression, tu vois, d'aller à l'abattoir parce que tu te dis, mais non, mais en fait, non. En fait, si. Voilà, c'est ça la chance, c'est qu'à un moment, il y a un truc qui se passe, qui se présente. Et tu choisis de la saisir. Oui, tu choisis de la saisir et puis, il faut prendre un petit peu sur soi. Moi, ce qui m'a manqué, et aujourd'hui, et quand je te vois, quand je vois ton épanouissement et ton parcours, moi, ce qui m'a manqué à l'époque, c'est la confiance en soi. Voilà. Gros sujet. Gros sujet. Qu'est-ce qui t'aurait aidé pour avoir cette confiance en toi plus tôt ? Ah là là, ça c'est très très dur. Quand j'étais adolescente, j'étais mal dans ma peau et j'ai trouvé le théâtre. Et ça m'a fait un bien fou. Déjà pour appréhender son corps, poser sa voix. S'exprimer en public. Oser mettre le pied sur la scène et déclamer, accepter d'être applaudi ou légèrement remercié, de se dire que c'est pas grave, que le lendemain on essaiera d'être un petit peu mieux, se remettre en question, de savoir ce qui n'a pas plu à ce moment-là, etc., etc. Et puis la confiance en soi, oser y aller, quoi. Et c'est vrai qu'au départ, c'est le théâtre qui m'a aidée. Mais en amateur, je faisais ça en amateur. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu des velléités, tu vois, de me dire ah tiens, si je tentais l'aventure à Paris, moi je viens de la région lyonnaise, il fallait y aller. Enfin, j'ai grandi à la campagne. Et crois-moi, quand tu grandis dans un tout petit village et que tu as envie d'être soit comédienne, soit journaliste, c'est pas fastoche, quoi. Tu vois, il y a On a l'impression que c'est un milieu inaccessible. Ouais, c'est inaccessible. Je comprends bien. C'est loin, tant que t'as pas ton permis, tu vois, t'as ta petite mobilette que tu piques à ton frère, mais tu peux pas aller non plus à Villefranche-sur-Saône qui est à 15 km de là, donc il faut que tu passes ton permis. Donc moi, mon permis, je le passe tout de suite. Un conseil, passer son permis, ça fait vieille quand je dis ça, mais non, mais c'est ça. Mais pour revenir à la confiance en soi, est-ce que si tu avais eu confiance en toi plus jeune, plus tôt, tu aurais fait des choix d'études différents ? Oui. Parce que finalement, tout s'est super bien enchaîné. Ça s'est bien enchaîné, mais ça a fait un parcours assez atypique. Oui, la confiance en moi m'aurait permis de faire plein d'autres choses. J'aurais fait Sciences Po. Alors tu vas me dire, j'aurais fait Sciences Po, j'aurais fait une école de journalisme. Mais pourquoi faire ? Puisque finalement, tu as atterri à France Télévisions très rapidement. Après, j'ai bossé. Par contre, ça change un tout petit peu le regard au début. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour des productions, pour des sociétés de production, moins pour des rédactions. Et souvent, dans les yeux de certains collaborateurs, je voyais ah, tu bosses pas pour la rédac. Ah oui. Voilà. Moi, quand on me demande est-ce qu'il y a un parcours tout tracé pour faire ce que tu fais, je dis non. Bah oui. Parce que c'est ça qui est riche en fait. Et précisément ta différence, ton parcours peut-être un peu plus atypique que les autres, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es où tu es. Voilà. Et puis, moi je crois à la valeur du travail. J'ai toujours bossé, ça s'est jamais arrêté, ça s'est toujours enchaîné. Oui, j'ai travaillé, je commence en télé locale, en chaîne régionale pour France 3. Après, je suis sollicitée par France 5 parce que je rêve de travailler pour cette chaîne et ça se produit. Et puis après, France Télévisions m'appelle ponctuellement pour faire des choses. Les places sont chères, on est nombreux à faire ce métier-là. Moi, j'ai toujours fait mon boulot, toujours fait mon métier et je touche du bois en parlant, toujours travaillé, ça s'est toujours bien passé. Voilà. Après, des fois, tu te dis je suis pas choisie, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Après, tu as quand même eu une chance au départ qui est celle de savoir déjà tôt ce que tu voulais faire, la communication, les médias. Et ça, c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Quel conseil ou quel message tu pourrais donner à ces jeunes qui ne savent tout simplement pas du tout ce qui les passionne ? Déjà, je pense qu'il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Même la petite voix au fond qui dit « Ah là là !» Vraiment, au fond de moi, je rêverais, restons dans notre domaine, mais d'être dans les médias, avoir un podcast. Mais non, mais c'est pas possible, je vais jamais oser. Il faut toujours l'écouter, cette petite voix, parce que c'est toujours possible. Regarde, quand je te vois, t'as 2 micros, t'as ton enregistreur, t'as préparé ton interview. T'arrives avec ton sac, on s'est donné des rendez-vous dans 3 lieux différents pour avoir une bonne ambiance pour toi. C'est tout ce qu'il te faut en fait. Ton casque sur les oreilles, ton écoute attentive et active, et puis ton travail. Donc c'est possible, voilà. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est qu'il y a un moment...
Si tu as envie t'aimes les jeux vidéo, puis tout le monde te dit bon, il va falloir que tu te décroches un petit peu de tes jeux vidéo, mais qu'au fond de toi, tu sais que tu as envie de créer des jeux vidéo, eh ben, il faut écouter ta petite voix en te disant bon, tout le monde me saoule à dire qu'il faut que j'arrête mes jeux vidéo, mais moi, je sais pourquoi je joue ou je suis attentif aux jeux vidéo parce que j'ai envie d'en créer demain. Eh ben, vas-y. Va créer tes jeux vidéo. Si tu t'enfermes dans ta chambre à lire des mangas et que tout le monde te dit qu'il faudrait que tu sortes un petit peu de ta chambre et que tu te changes parce que ton look, ça va pas du tout, eh ben, garde ton look, garde ta singularité, continue à lire tes mangas et puis peut-être plus tard tu iras t'inscrire dans une école de manga et que tu deviendras dessinateur de manga. Voilà, faut un tout petit peu écouter la petite voix qui est en soi. Voilà. Moi j'étais en région, dans un petit village. Mais ça nécessite aussi une certaine confiance. Oui, une certaine confiance. Et puis moi, franchement, je dois beaucoup à mes parents. Hein. Mes parents m'ont énormément aidée. Je sais que je suis une chanceuse. Certains étudiants, ont besoin de bourse ou certains n'en ont pas. Et c'est la galère. On a 3 petits jobs pour pouvoir se financer ça. C'est une réalité qui est difficile et de plus en plus dans le monde étudiant. Moi, j'ai été une privilégiée. Mes parents ont pu m'aider. J'ai eu un appart en coloc avec mon frère à un moment. Et puis après, j'ai bossé. Donc, je me suis payé mon appart toute seule. Mais mes parents m'ont aidé. Ma mère me prêtait sa voiture pour que j'aille à Lyon, à Villefranche. Donc, voilà, j'ai eu cette chance-là. Mais saisir les petits trucs comme ça au bon. Maintenant, le covoiturage permet aux jeunes de bouger un petit peu plus. Mais tu voyages beaucoup dans le cadre de ton métier. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement, le voyage ? Ça me nourrit énormément. Ça me permet aussi de mesurer la chance que j'ai d'être née en France. Ça me met, tu vois, à un niveau où j'ai conscience des privilèges dont j'ai droit en termes de santé, en termes de liberté. J'ai la chance de pouvoir faire tout ce que je souhaite. Donc ça, voilà, ça me permet d'avoir cette conscience-là. Et puis des fois, tu vois, quand il y a quand il y a dans des fêtes de famille, trop de choses, trop de nourriture, trop de cadeaux, trop de choses, ça me monte et puis je me dis mais stop quoi. Vous vous rendez compte de ce qu'on a, de ce qu'on vit. Donc voilà. Mesurons la chance qu'on a d'être là, arrêtons de nous plaindre parce que je crois que vous ne réalisez pas ce qui se passe dans le monde et que la valeur que peut avoir ce morceau de saumon qu'on est en train de manger là pendant les fêtes de famille et qu'il y a des gens qui savent même pas ce que c'est. Alors j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais en tout cas ça me permet de mesurer la chance que j'ai d'être née là où je suis. Et en quoi partir à la découverte des autres, de rencontrer les autres, ça a changé ta vie ? Ça enrichit culturellement. Ça a changé ma vie parce que on a un peu moins peur. Ça ouvre aux autres. Ça apprend à se nourrir des autres. Que la richesse vient de l'autre, de la personne qui est en face de toi. Qu'il ne faut pas avoir peur de ses lacunes. Et que justement on peut les combler ces lacunes-là en rencontrant quelqu'un et en se disant l'autre va m'apporter quelque chose. N'aller nulle part en terrain conquis, apprendre que ce n'est pas nous qui avons la science infuse et le savoir et que nous ne sommes pas détenteurs du savoir et que c'est l'autre aussi qui peut te nourrir. Je crois que c'est ça, pas avoir peur d'autrui, se nourrir de l'autre, etc. Ouais, je pense que c'est ça. Et la transmission, en quoi c'est important pour toi dans nos sociétés ? Parce que transmettre, c'est ce que tu fais finalement au quotidien. Alors oui, à plusieurs niveaux. Si c'est transmettre auprès des gens, par exemple, qui regardent l'émission, je suis très heureuse de la satisfaction ou du bonheur que je vois des fois dans leurs yeux. Parce que ce sont des petits bonheurs, tu vois. C'est pas des choses essentielles à la vie de suivre ou de regarder une émission de voyage. C'est pas essentiel, hein. C'est pas vital. Non. Par contre, dans des périodes troubles, complexes, anxiogènes, dans des périodes de la vie compliquées pour certains ou certaines, tu te rends compte que des fois, cette petite bouffée d'air, d'oxygène fait un bien fou et comble un manque, fait respirer, comble un manque, comble une solitude aussi parfois. Et rien ne me fait plus plaisir que quand je croise des gens qui me disent « Ah, vous nous avez fait beaucoup de bien », au-delà du rôle prescripteur qu'on peut avoir dans notre émission. Mais vous me faites juste du bien. Et tu vois, il y a quelques jours, j'étais aux Journées du patrimoine à France Télévisions et dimanche.
Et il y avait donc des téléspectateurs qui étaient là, et tu es dans l'échange, les gens viennent te parler, et il y a une espèce de bienveillance de la part de la part des gens que tu rencontres, et qui viennent à ta rencontre, pardon, et qui te disent ah là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, vous m'aidez à briser un petit peu mon isolement, je suis seule à la maison, vous m'accompagnez, vous êtes mon rendez-vous, etc., etc. Et alors ça, c'est la plus belle des récompenses, tu vois. Parce que tu te dis, waouh, c'est ça l'impact d'une émission de voyage. Alors des fois, dans le giron professionnel, on dit oui, bon, c'est du voyage, tout ça est bien futile, etc. Probablement. C'est pas du travail d'enquête, c'est pas un magazine sociopolitique, oui, probablement. En même temps, ça n'a pas vocation à l'être. C'est un vrai magazine de voyage, de rencontre, d'aller à la rencontre de l'autre sans œillères, sans barrières, sans a priori, et c'est tout. Et découvrir une destination à travers les gens que nous rencontrons. Bah ça, quand les gens le retrouvent, c'est extraordinaire votre rencontre avec un tel. Qu'est-ce que j'ai appris sur l'autre? Mais vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas craint? Mais non, au contraire. Peur de quoi? De qui? Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Mais si ça peut en émerveiller certains, est-ce que ça peut aussi peut-être en faire culpabiliser d'autres qui justement peuvent avoir le sentiment qu'ils ne sont jamais au bon endroit avec les bonnes personnes, parce que c'est aussi montrer des endroits merveilleux partout dans le monde, et donc on peut se dire waouh, c'est tellement beau, moi là où je suis c'est nul. Non. Oui, tu crois? Non, je me pose la question. Ouais, non, mais j'y réfléchis tout. Et ça peut entraîner en fait justement ce besoin de s'évader, de partir en vacances à l'autre bout du monde parce qu'on n'a pas ça chez nous, quoi. Ouais. Alors je pense pas qu'il faut le voir comme une frustration de se dire punaise, j'ai raté ma vie parce que je pars pas au bout du monde comme Sophie, Jérôme ou Ismaël en Ouzbékistan ou ailleurs. Je crois pas qu'il faille le vivre comme ça. Il faut, je pense, le prendre comme tiens, on m'ouvre une petite fenêtre sur le monde. Il y a autre chose qui existe. Et il y a autre chose qui existe. J'irai peut-être pas, mais grâce à ce type de programme, ça me permet de comprendre, de percevoir le monde différemment. Mais j'irai peut-être pas. Par contre, sur une émission France, j'irai peut-être sur les sentiers varois, marcher ce week-end, ou quand je serai en vacances chez mon oncle, chez ma tante, chez mes cousins ou avec mes copains. Parce que ça, c'est accessible. Je crois pas qu'il faille vivre ça comme une frustration de se dire moi je peux pas le vivre. C'est d'autres le vivent pour moi et je le vis donc par procuration en regardant le programme. Et ça me fait prendre du recul. Et même en étant dans mon petit salon, dans mon salon devant ma télé ou dans ma cuisine devant ma télé, je me dis il se passe ça, il se passe ça là-bas chez eux, et c'est ça qui doit être enrichissant. Faut pas le vivre comme une frustration. J'espère que les gens le vivent pas comme une frustration de pas pouvoir le faire. On le fait pour eux. Ouais. Et est-ce qu'on peut autant voyager au bout de la rue qu'au bout du monde? Oui. J'en suis intimement convaincue. Je prends autant de plaisir à découvrir, tu vois, les territoires français que de partir au bout du monde. Mais très, très sincèrement. Très, très sincèrement. Et puis, s'ouvrir aux autres, ça passe aussi par discuter avec la boulangère. Bien sûr. Là, dans ce parc, on peut très bien rencontrer l'autre aussi. Dans le bus, il y a rien de plus passionnant que de passer 3 minutes à discuter avec quelqu'un dans le bus qui te raconte son parcours ou que tu l'imagines d'ailleurs. Oui. Parce que des fois, en 3 mots, tu essaies d'imaginer la vie des gens. Moi, c'est une de mes activités préférées dans un parc, tu vois, d'être là, assise sur un banc et de se dire, tiens, ce jeune couple qu'on voit passer derrière nous, quelle est leur histoire. Moi, j'adore quand les gens m'interpellent dans le bus. Ah, vous prenez le bus? Bah oui, pourquoi je prendrais pas le bus? Et voilà, et on discute. Et vous venez d'où? Et voilà, ça m'est arrivé encore hier. 2 dames, une qui s'assoit à côté de moi, qui me voit arriver. Mais je vous reconnais, vous. Et puis la dame qui était assise à côté de moi qui me dit, j'avais pas osé vous le dire, mais vous savez, je vous avais reconnu aussi. Puis voilà, nous voilà partis à discuter. Mais de ça, vous allez où? Et vous? Et puis voilà, ça c'est la découverte au bout de la rue. Et tu dis aimer les vrais gens. Qu'est-ce qui fait qu'on est vrai ou qu'on ne l'est pas? C'est la sincérité. Moi, je j'aime pas les gens qui jouent un rôle. J'aime pas les gens qui se la racontent, qui trichent. Et tu le décèles assez vite, ça. Déjà dans l'écoute, dans
oui, dans la façon qu'ils ont de te regarder. Donc oui, j'avoue que dès qu'il y a un petit peu de décorum, ou en tout cas non, une attitude, tu vois, dès que tu essayes de créer un peu un personnage, j'essaye d'enlever un petit peu tous ces artifices ou de faire en sorte que les gens les enlèvent un tout petit peu. C'est en ça où j'aime les vrais gens. Les vrais gens, c'est les gens authentiques, c'est ceux qui t'accueillent sans chichi. On dit souvent de ça des gens du Nord, mais c'est le cas. T'arrives chez eux, tu te poses, tu prends le café, chicoré, machin, tu t'assois. Voilà, c'est sans chichi. C'est bonne franquette. La bonne franquette. Moi, j'aime les gens qui sont à la bonne franquette. Ouais. Qu'est-ce qui rend une vie riche ? Oh bah c'est de croiser des parcours, des destins. Une vie riche, c'est d'avoir l'humilité, la curiosité de s'enrichir s'enrichir des connaissances des autres, tu vois. Bon, il y a plein de choses que je ne sais pas, beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je m'enrichis en osant demander. Moi, je me dis toujours qu'il n'y a pas de questions bêtes. Alors des fois, j'annonce la couleur en disant « je te préviens, je vais te poser une question bête ». Et souvent, quand tu as des gens intelligents en face de toi, tu te dis « non, il n'y a pas de questions bêtes, et vas-y, demande ». Et voilà, c'est ça, je trouve. Ouais. Et le bonheur, c'est quoi pour toi ? Ah bah le bonheur, c'est pas facile. Ouais. Le bonheur, c'est pas facile. Parce que ça, je pense que c'est une quête éternelle, la quête du bonheur. Parce que où il se cache le bonheur ? Où il se niche ? Il est dans quoi ? Alors moi, j'essaye de le trouver un petit peu partout. Dans tous les moments que je vis, d'être là, assise sur un banc au soleil avec toi, de me dire que parce que je travaille, j'ai la liberté de me dire tiens, j'ai envie d'aller au théâtre. Moi, c'est ma bouffée d'oxygène d'aller au théâtre. Je suis allée voir Carole Bouquet jouer Bérénice à la Scala hier ou avant-hier. Là, je vais écouter une comédienne lire Lettre d'une inconnue de Zweig ce week-end. C'est un de mes livres préférés. Magnifique. Que j'ai lu, relu et re-relu. Donc voilà, mes petits bonheurs, c'est ça. Me dire, je suis à Paris, je suis pas souvent à Paris, j'ai une semaine, mon petit bonheur, c'est d'aller au théâtre. Et mon bonheur, c'est de pouvoir ça. J'ai la possibilité de le faire et je travaille pour me dire, tiens, t'as envie d'aller au théâtre ? Bon, allez, offre-toi une place. Ça, c'est un grand luxe, parce que tout le monde peut pas le faire. Mais ça, c'est mon petit bonheur. Voilà, c'est des petits bonheurs, j'essaye de les prendre comme ça. Mais ton travail, tu as le sentiment que c'en est un ? Oui, alors très sincèrement, oui. Oui, parce que, comme on se le disait tout à l'heure, je l'ai choisi quand je travaillais à France 3. Donc j'ai fait plusieurs années en région à France 3, après TLM, à bouger, tu vois, de région. J'ai fait la Bourgogne, donc j'ai eu plusieurs émissions pour Bourgogne-Franche-Comté. J'avais des émissions de découverte aussi, terrain. Après j'ai fait Lyon. Mais comme tu es passionné, que c'est voilà. La rencontre, que c'est le voyage, on peut aussi peut-être se dire oh mais c'est ma vie, mais dans sa globalité. Et c'est pas un travail, c'est ma vie, tu vois. Oui, c'est ma vie. Tu fais vraiment la frontière entre les deux ? Oui, c'est mon travail, c'est ma vie. Mais tu vois, quand j'étais donc en région, moi je voulais travailler pour France 5. Oui. Et je bosse en région, puis je me dis non mais c'est inaccessible. Il y a tellement d'animateurs, tellement d'animatrices. Pourquoi ils viendraient me choisir moi ? Franchement, je suis une fille, je bosse une nana. Je te parle de ça il y a 20 ans, 15-20 ans en arrière. Je suis une nana. Qu'est-ce qu'on va venir me chercher en région ? Après, je faisais mes émissions, donc ça remontait quand même, tu vois. Je bossais pour la chaîne Voyage, etc. Et puis tu te dis, je rêve de travailler pour France 5 sur une émission de voyage. Bim, ça se présente, ça se fait. Ce métier-là, je l'ai choisi. Et donc, je voulais travailler pour une émission de voyage et je voulais travailler pour France 5. Bim, ça se présente. Donc oui, ça c'est mon bonheur. Ça c'est du bonheur et j'ai du bonheur à le faire. Après, en effet, c'est mon travail. Donc de temps en temps, il y a des contraintes liées à ce travail-là qui sont compliquées ou qui sont plus difficiles, mais comme dans tous les métiers. Quand tu mets 1 heure, 1 heure et demie à te déplacer en transport en commun pour aller sur ton lieu de travail, c'est une contrainte. Après, tu peux, une fois que tu es arrivé à ton bureau, te dire « Attends, mon job, il est super sympa dans n'importe quelle entreprise ou boîte ou travail de manutention ou que sais-je. » Là, tu peux t'épanouir à l'instant T où tu travailles. Mais moi, à l'instant T où je suis en tournage au bout du monde ou au coin de la rue ou en France ou à l'étranger, je me dis « Mais quelle chance j'ai ! Quelle chance j'ai !» Donc oui, je m'épanouis complètement.
là-dedans. Je m'épanouis dans le fait d'avoir la chance de pouvoir faire des choses différentes. Oui, Aucune journée ne se ressemble. Voilà, c'est ça. Et puis, un jour, travailler pour Échappée Belle. Et puis après, tourner, lundi, je tournais pour la collection des trésors. Ça n'a rien à voir. C'est une collection documentaire. J'incarne le documentaire. C'est pas moi qui fais le doc. Mais c'est des excellents documentaires sur le patrimoine. Donc là, on parlait du Paris haussmannien. On fait des choses extraordinaires. Alors là, c'est un style complètement différent. Donc voilà, la seule frustration professionnelle que j'ai, c'est de ne pas faire de radio. Ah oui. Ça, c'est ma grosse frustration professionnelle. Et pourquoi pas en faire maintenant ? Parce que ça prend pas. Je sais pas. Avoir un podcast comme toi, tu le sais, c'est un job à plein temps. Ah oui. Donc on fait pas ça de temps en temps. Quand je suis sur Échappée Belle, je suis à 100% sur Échappée Belle. Tu pourrais me dire, pourquoi t'en profites pas quand t'es en tournage ? Parce que un tournage d'Échappée Belle, c'est 100%. Il faut que tu te donnes ton énergie à 100%. Il faut que je sois concentrée et pour l'équipe avec laquelle je travaille et par respect pour les gens avec qui je suis et que je rencontre. Donc, je peux pas à la fois leur faire l'émission et à la fois leur dire attends, bouge pas. Maintenant, je te tends un micro, pardon, et on recommence. Donc, non. Donc, je peux. Voilà. À un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'associe les deux. Puis, franchement, ça marche pas. Et à côté de ça, je rêverais d'une émission de radio et voilà, les places sont chères, ça prend pas. Il y a des choses qui se transmettent à la radio qui ne se transmettent pas à l'image. Je crois, je pense que tu le sens toi aussi avec ce que tu fais. Je pense qu'il y a une intimité qui se crée. La caméra crée quand même quelque chose qui une forme de... Ouais, je sais pas. De réserve, ouais. J'allais presque dire, c'est une mise à distance un petit peu. Ça, faut l'adopter, la caméra, faut l'oublier. Moi, mon rôle est toujours de dire aux gens, oublie-la, tu vois, elle est pas là. Focus-toi sur moi, concentre-toi sur. C'est pas facile, hein. Je comprends que ça gêne en fait une caméra. Je peux comprendre que, il y a un moment. Puis tout d'un coup, tu penses à ta posture, tu penses à ton apparence, comment t'es habillée, comment t'es habillée, ça va, je brille pas trop. Enfin, c'est normal, hein. Ouais. Que le micro fait un moment crée comme ça, voilà, tu t'oublies un peu quoi, tu t'oublies un petit peu plus, je trouve. Complètement. Même si maintenant, malheureusement, j'ai envie de dire, les émissions de radio sont de plus en plus filmées et, c'est vrai, et je trouve ça dommage. Oui. Ah complètement là-dessus, je te rejoins. Parce que voilà, je trouve ça dommage. J'ai l'impression que ça change un peu l'attitude des gens et ça crée de la pollution numérique en plus. Ah voilà, en plus. Sophie, une dernière petite question, enfin deux, parce qu'il y a aussi la question signature du podcast. La liberté, c'est quoi pour toi ? La liberté, c'est justement de pouvoir voyager. C'est d'avoir un passeport dans la poche, d'aller où on veut, quand on veut. Et ma liberté à moi, c'est de pouvoir, par ce passeport-là, et par ce que je fais, aller partout. D'aller en Iran, tu vois, aujourd'hui, je pense forcément à cette jeune fille qui est morte en Iran et ces jeunes femmes qui, par solidarité, brûlent leur voile sur la place publique. Moi, j'ai eu la liberté d'aller en Iran, j'ai eu la liberté d'aller un peu partout et j'ai la liberté d'aller partout dans le monde. Et voilà, c'est une chance extraordinaire. Et je suis une femme libre d'aller partout où je veux et quelle chance quoi, quelle chance. Et ça on ne le mesure jamais assez, de dire que nous on peut le faire. Quand je vois des gens qui ne peuvent pas sortir de leur pays, c'est terrifiant quoi. C'est quelque chose qui doit être très très difficile à vivre. Donc voilà, pour ceux qui ne peuvent pas voyager pour de multiples raisons, j'espère être une ambassadrice pour eux des fois, de dire voilà, grâce à moi ils voyagent un petit peu. Quel conseil plus général tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui ? La question que je pose à tous mes invités. Je vais revenir à ce que je te disais tout à l'heure, la confiance en soi, je crois que c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Faites-vous confiance, écoutez-vous, trompez-vous, essayez. C'est pas grave de se tromper. Et réorientez-vous, n'ayez pas peur. Moi, quand je vois des jeunes de 20, 25 ans qui me disent si j'avais fait ça, je dis mais vas-y, reprends tes études, recommence, mais même à 30 ans, c'est pas grave. Et c'est pas grave. Moi, j'ai un de mes neveux là qui m'a dit ça, qui est sportif, qui fait du rugby, qui joue dans une équipe et qui l'autre jour au téléphone me dit je vais reprendre des études.
Et mais je lui dis, mais bravo, bravo. C'est courageux. C'est courageux parce que quand tu es dans le monde sportif, professionnel, de haut niveau, et que tout d'un coup, tu te dis, bon, l'horloge passe, le temps passe, j'ai peut-être pas les bagages suffisants pour après être coach, manager, sportif, etc. Et d'avoir le courage de reprendre ses études à un moment, c'est formidable. Et puis de se dire qu'on peut... y a ça. Et puis, il y a aussi ces jeunes étudiants capés qui ont justement fait des études d'ingénieur ou de choses comme ça et qui se disent bon, bah super, je sors de mon école d'ingénieur. Et alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas envie d'aller dans le monde professionnel qui m'est assigné. Eh ben, on recommence, on va à la base. Et qu'est-ce que j'ai de l'admiration, moi, pour tous ces jeunes qui, justement, sortent des grandes écoles et qui se disent, eh ben voilà, maintenant, je vais faire une formation de boulanger, je vais accompagner un projet humanitaire, je vais mettre mes connaissances et mes études au service d'une cause liée à l'environnement, à la protection de l'environnement. Il y en a tellement. Ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, d'un côté comme de l'autre, qu'on soit étudiant, capé, avec beaucoup de réussite et de se réinventer, je trouve ça extraordinaire. Et à l'inverse, quand on a pris des petits chemins de traverse, quand on a été en échec scolaire aussi, ça arrive, eh ben, ne pas avoir peur de recommencer. Il faut se tromper dans la vie, il faut se tromper, il faut tomber, il faut trébucher, il faut se relever, voilà, c'est pas grave. Et moi j'adore les gens qui ont des parcours atypiques. On n'est pas obligé de sortir des grandes écoles pour réussir. Ceux qui arrivent, c'est très très bien, et bah, y en a d'autres qui n'y arrivent pas, et les formations professionnelles sont extraordinaires. Et aujourd'hui il y a beaucoup plus de respect pour les formations professionnelles, et tout ça, et je trouve ça très très bien. C'est beaucoup plus valorisé. Donc voilà, il n'y a pas de parcours type, moi je pense. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour tous ces partages, c'était génial. Merci pour ton temps. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.